Le 13 mai 1950, un Italien de 44 ans remportait la toute première manche d'un tout nouveau championnat de course automobile. Le 9 août 2020, lorsque l'on célèbre les 70 ans de cette première manche, c'est un Néerlandais de 22 ans qui s'impose et qui démontre à quel point, malgré toute l'évolution que ce sport a subie, ça reste toujours aussi beau. Aucune personne de rationnel ne pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une victoire non Mercedes cette saison. Alors évidemment qu'il fallait qu'il y en ait une, parce que les probabilités veulent que toute équipe finira un jour par faiblir. Mais quand on a vu à quel point les Mercedes dominaient sur ce début de saison, elles dominaient sur le tracé de Silverstone, et comme elles ont dominé les 5-6 premiers tours, on se disait, voilà, la question n'était plus que de savoir comment Bottas allait finir derrière Hamilton. Et au final, il y a ce petit néerlandais dénommé Maxou Verstappenus, ou un truc comme ça, qui a dit « Coucou, je suis là !» et qui nous a offert le spectacle. Comme depuis à peu près le tout début de cette saison, j'ai l'impression qu'on peut compter que sur lui, dans des conditions un petit peu absurdes, pour vraiment aller chercher les deux Mercedes. Et franchement, ça fait du bien de voir un petit peu d'air frais, puisque quand on sait que voilà, les Mercos vont éclater le championnat, un petit peu avoir un peu d'air frais de temps en temps, ça fait plaisir, surtout quand c'est dans une course aussi intense que cela. Et il en a fait des belles, le petit gamin, mais quand même, je pense que c'est une de ses plus belles victoires à Max Verstappen, un de ses meilleurs pilotages. C'est difficile à dire parce qu'il en a eu tellement aussi, mais là, honnêtement, ce qu'il a fait ce dimanche, le rythme qu'il a fait subir aux Mercedes, la gestion des pneus qu'il a eu, c'était brillant. La simple stratégie que Red Bull a eue de le faire partir en pneus durs, contrairement aux pneus médiums pour tous les autres, c'était déjà un pari qui, on disait, pouvait être intéressant, mais on s'attendait pas à ce que ça le soit à ce point. Et il y avait une telle inconnue autour de la gestion de ces gommes que on a eu tout un tas de stratégies différentes. On a eu du 1 arrêt aux 3 arrêts sur l'ensemble du plateau, pour différentes raisons évidemment, mais quand je regarde ce que ça a donné, ce Grand Prix, au final, je maintiens ce que je disais la semaine dernière. Ouais, ils ont bien fait de conserver cette idée de prendre des gommes plus tendres que pour l'épreuve précédente. Parce que Mercedes, ils ont toujours un petit peu eu ce souci, et j'ai l'impression qu'un tracé vraiment aussi exigeant et rapide que Silverstone, ça met cette faiblesse en valeur, qui est la gestion des gommes dans les températures vraiment chaudes et sur les tracés un petit peu très rapides. Donc c'est vraiment la preuve qu'elle est pas si parfaite que ça, cette Mercedes. Si je devais la noter sur 100, je lui mettrais 99,9. Pathétique. Un des moments critiques de la course, c'était juste à la fin du premier relais, donc au début du second de Verstappen, lorsque les Mercedes étaient justement passés aux pneus durs, et que du coup Verstappen était en tête de la course et qui gérait son avance. Lorsqu'il est repassé au stand, il avait gagné le temps suffisant pour être devant Hamilton et ressortir au même niveau que Bottas, et avec des pneus médiums, donc plus rapides dans les premiers tours, et avec une agressivité sans pareil, le gentil Valtteri n'a rien pu faire. Pour le reste, ma seule crainte qu'il y a eu en fin de course, c'était quand il restait 9-10 tours, et qu'Hamilton ne s'était toujours pas arrêté pour 1-2 arrêts, et je me suis dit, oh non, les salauds, ils vont pas l'arrêter. Je me demande franchement s'il aurait pu aller au bout sans s'arrêter une seconde fois, parce que je crois qu'il avait 9-10 secondes d'avance à Hamilton. Ça aurait demandé à Verstappen de reprendre une seconde au tour, mais étant donné qu'on avait vu déjà la semaine dernière à quel point ça pouvait s'évaporer très très vite, ces gommes, je pense que Mercedes a fait le bon choix, et un bon choix qui au final s'est retourné contre Bottas. Encore une fois, j'ai envie de dire, le pauvre, parce que non seulement, voilà, on sait à quel point c'est dur de simplement aller chercher Hamilton, il a fait ce qu'il fallait en qualif, en course il est resté devant au départ, il gérait son avance face à lui, et là c'est la stratégie qui se retourne contre lui. Alors
à aucun moment, je ne pense qu'il est pertinent de simplement envisager que Mercedes ait fait ça volontairement. Non, Mercedes n'a fait que réagir à Verstappen. Parce que ils se sont dit, il est plus rapide que les deux voitures. Bottas, on a calqué sa stratégie sur Verstappen. Enfin, c'était plus un gros hasard. Les deux sont arrêtés au même moment parce que Bottas expliquait qu'on lui a demandé de s'arrêter et qu'au moment où parce qu'il était pas loin derrière Verstappen, au moment où il a foncé dans la pit lane, il voyait que Verstappen y allait aussi, il a pas eu le temps de demander à son stand est-ce qu'on s'arrête aussi, donc il a préféré plus sage de continuer à écouter. Et du côté d'Hamilton, on a continué, on a essayé de le pousser un petit peu, on se disait c'est bon, les pneus peuvent tenir, mais voilà, je pense que s'ils l'ont réarrêté, c'est qu'ils sentaient que ça pouvait pas aller jusqu'au bout, mais du coup, ça ne suffisait quand même pas, et au final, il allait chercher Bottas sur la piste en fin de course avec des gommes plus fraîches. Alors ça m'a beaucoup fait rire quand on a entendu à la radio Mercedes dire à Hamilton et Bottas, vous pouvez vous battre, mais laissez-vous de la place. Non, vous ne les laissez pas se battre. Hamilton, il va annihiler Bottas. À quel moment vous vous êtes dit, les mecs, ils vont se battre à armes égales. Bottas, il a des pneus détruits. Hamilton, il a des pneus tout neufs. Forcément qu'ils vont pas se battre. Hamilton, il va le doubler, il va passer devant, comme pas plus qu'il y a une lutte entre une Red Bull et une Williams, quoi. À aucun moment, ils se sont battus. Parce que Bottas, il avait pas les armes en main pour se défendre. Et là, ce n'est pas moi qui fais du Bottas bashing, pas aujourd'hui. Il a fait un excellent week-end, Bottas. Mais encore une fois, ça lui retombe dessus. Et là, c'est vraiment, encore une fois, les événements qui tournent en sa défaveur. La semaine dernière, c'est sa crevaison qui arrive un tour plus tôt que Hamilton. Là, c'est la stratégie qui joue contre lui. Parce que sur le papier, Bottas, étant donné qu'il est devant, il a la meilleure stratégie. Et si on regarde depuis le début de la course, c'est Bottas qu'on arrête en premier. C'est pas Hamilton. Parce qu'on sait que celui qui va faire un tour de plus avec ses gommes va perdre énormément de temps. Il y avait 1 seconde entre Bottas et Hamilton à la fin du premier relais. Quand Bottas s'arrête et qu'Hamilton s'arrête, il y a à peu près 3-4 secondes entre les deux. C'est-à-dire que, voilà, Hamilton, étant derrière, il avait la plus mauvaise stratégie et aussi la plus hasardeuse des deux. Et donc, ça s'est vraiment joué au hasard sur la fin de course. Donc, Hamilton a fait ce qu'il fallait pour aller chercher sa place aussi. Bottas, tout s'est retourné contre lui, il a fait tout ce qu'il fallait. Et Verstappen, j'ai envie de m'adresser aux Verstappen, enfin les personnes qui n'aiment pas Verstappen. Bon, je sais que certains peuvent ne pas apprécier un pilote, enfin voilà, ça arrive. J'avais un peu de mal avec le gaillard à ses tout débuts, et je pense que tout le monde dira la même chose, continuera d'arguer que c'était un petit peu un Yoss Junior pour ceux qui ont connu le papa, le petit dur qui en plus avait ce petit côté un petit peu hautain, tout ça, un petit peu castagne aussi, et là, vraiment, depuis l'année dernière, j'oserais peut-être même remonter jusque depuis le début du partenariat avec Honda et le départ de Ricciardo. Alors je dis pas que c'est grâce au départ de Ricciardo, juste que c'est à cette période, j'ai vraiment l'impression que Verstappen, il ne fait qu'un avec cette équipe, parce qu'évidemment, l'équipe est en admiration derrière lui, mais aussi, je sens pas le côté du petit gamin péteux qui a la meilleure voiture et qui va se la péter. C'était peut-être le cas avant, mais maintenant, je sens vraiment qu'il a une relation avec son équipe. On l'entend plaisanter à la radio, c'est excellent, mais aussi on regardait juste en Hongrie, il se met dans le mur à la fin pendant le tour de mise en grille, à la fin de la course, il ramène une 2e place. La première chose qu'il fait, c'est d'avoir de la reconnaissance pour les mécaniciens. La dernière fois où il termine 3e, il tire pas la gueule, il dit 2e, pardon, où il termine 2e grâce à la crevaison de Bottas. On lui dit mince, t'as pas les boules de pas avoir pu gagner. Ce qu'il a dit après cette course, c'est pas ouais, on n'aurait pas dû s'arrêter, tout ça. Je pense que peut-être il y a quelques années il l'aurait dit. Ce qu'il a dit, c'est non, déjà terminer 2e, c'est très bien. C'est un gros cadeau qui nous est tombé comme ça dans les mains. Donc on va pas s'en plaindre et peut-être que nous aussi, on aura eu une crevaison, qui sait. Donc, j'ai vraiment l'impression que Verstappen, il a évolué, il a mûri.
Le mec, il a 22 ans, il a commencé, il en avait 17, quoi. Donc forcément, c'est une période de la vie où on change tous énormément, quoi. Donc je vous invite peut-être à essayer de reconsidérer les choses, parce que c'est un truc que je dis toujours, hein, les pilotes ne sont pas des cartes Pokémon, vous pouvez en faire des t-shirts. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas gravé dans le papier ou écrit dans la roche ce qu'un pilote est et sera pour toute sa carrière. Vettel, on va y revenir, c'est pas écrit, tac, ce pilote, il a ses statistiques et ce sera comme ça du début à sa fin. Et si aujourd'hui il est pas bon, eh ben ça veut dire qu'avant il était pas bon. Non, au même titre que si aujourd'hui, si à ses tout débuts Verstappen c'est un petit péteux, bah ça veut pas dire qu'aujourd'hui c'est toujours le même. Alors, je pense quand même que voilà, il vient d'un milieu qui a favorisé cette mentalité, mais je trouve qu'il a beaucoup évolué de ce côté-là. Et c'est aussi toutes ces vieilles histoires du Verstappen qui causent des ennuis sur la piste. C'est complètement effacé, donc il a énormément évolué de ce côté-là, et je commence à l'apprécier plus parce que justement il dégage quelque chose de pratiquement sympathique, je trouve. Bon, c'est un ressenti personnel et c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus pertinent, mais c'est quelque chose de suffisamment appréciable, je trouve. Donc encore une fois, un podium avec 3 gaillards qui sont là complètement au mérite. Alors évidemment, ils ont des voitures nettement au-dessus des autres, mais ça n'empêche que ils ont fait absolument chacun tout ce qu'ils devaient faire pour être là où ils sont. Et à part Bottas, qui n'a vraiment pas de chance, je pense pas qu'ils pouvaient chacun espérer mieux. Donc pour continuer avec le classement, Charles Leclerc, c'est le premier pilote dans l'ordre du classement à avoir fait marcher la stratégie à un arrêt, et c'est absolument brillant. Vraiment, il y a encore en Hongrie... on se disait, on remettait un petit peu en cause son expérience, normal, hein, c'est que le début de sa 3e saison en F1. Et là, avant le début de la course, il a insisté, il disait à son équipe, je veux faire un seul arrêt, on fait qu'un seul arrêt. Les ingénieurs voulaient pas, lui il a dit non, mais on essaye de faire qu'un seul arrêt, tout ça. Et ben il ramène la voiture en 4e place. Et sincèrement, je pense que pour ceux qui voient à peu près la personnalité de Leclerc, vous savez que c'est pas le mec qui a tendance à se féliciter de ses performances, hein. C'est même tout le contraire en général. Et quand on voit à quel point il est content d'une 4e place, bah je pense que ça met vraiment en avant le manque de perf de cette Ferrari. La dernière fois, c'était pareil, hein, quand il ramène la voiture sur le podium. Bon, ça aurait dû être une 4e place aussi, parce que Bottas a eu souci, mais ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas dans la Ferrari. Son équipier le prouve, mais il fait vraiment... il a fait une course parfaite, et surtout, ce que je veux mettre en avant aussi, c'est toujours, pour rester sur la thématique des pilotes qui évoluent, l'an dernier, son gros point faible à Leclerc, c'était justement la gestion de ses gommes. Et là, pratiquement tout le monde fait 2 ou 3 arrêts, il en fait qu'un seul. Donc une grande évolution de ce côté-là, une belle petite bataille avec Norris qui était très importante à la sortie de son arrêt au stand pour s'assurer de cette position. Et voilà, j'ai rien de plus à ajouter pour ce qui est de Vettel. Je pense que là, pour le coup, on a vraiment affaire à une multitude de facteurs qui, je pense, seraient beaucoup trop longues à évoquer aujourd'hui. Mais déjà, on l'a senti la semaine dernière, il y a quelque chose qui est définitivement cassé entre l'équipe et lui. Clairement, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, depuis la fin de la saison dernière, j'ai envie de dire. Mais là, ça va de mal en pis. Parce que la semaine dernière, après sa course, on a entendu la radio d'après-course de Vettel avec son équipe, son ingénieur, Mattia Binotto, qui arrivait à la radio pour dire « Ouais, c'était pas une super course, on fera mieux la prochaine fois », enfin, toutes ces banalités, quoi. Et Vettel ne répondait pas. Et en fait, il a très bien entendu tout ça. Il a fait la même chose ce week-end, silence radio à la fin de la course. Et la semaine dernière, en fait, il expliquait qu'il a cet instinct qu'il y a quelque chose qui ne va plus entre la voiture et lui, déjà, mais aussi quelque chose il se sent vraiment, vraiment plus à sa place. Et là où
chez Red Bull, lorsqu'il était arrivé au bout, où il se faisait assez battre par Ricciardo, ça restait quand même un pilote qui apportait des résultats, mais qui était moins bon que ceux de Ricciardo. Et aussi, même si on le sentait pas bien, ça restait un pilote qui était très proche de son équipe. D'ailleurs, il reste toujours très proche de Red Bull. J'irai pas jusqu'à dire que Vettel ne finira pas la saison chez Ferrari. Je pense qu'il le ferait. Je pense qu'il finira la saison chez Ferrari. Mais s'il venait à... Voilà, si le contrat venait à se rompre avant la fin de la saison, parce qu'il reste encore au moins 8 courses, ça me surprendrait pas si ça arrivait. Étrangement, ça me rappelait une des toutes premières émissions de cette chaîne qui a pris à peu près 30 000 vues depuis le début de saison, alors que la vidéo a plus d'1 an et demi. C'est celle qui s'appelle Ferrari, l'illusion du prestige, quelque chose comme ça, dans laquelle j'explique que on a eu plus d'une fois des cas de grands pilotes au sein de la Scuderia qui sont partis et où ça s'est terminé dans des guerres médiatiques. On l'a eu avec Alonso, on l'avait eu avec Prost, on l'avait eu en quelque sorte avec Raikkonen en 2009, même si Raikkonen c'est pas trop le genre à faire du bruit dans la presse, on sentait que c'était très tendu aussi. Là j'ai l'impression qu'on a atteint ce stade avec Vettel, et pourtant quand on sait aussi bien que les autres qui sont passés par là avant, l'amour qu'il pouvait porter au nom de l'équipe, j'ai l'impression que voilà, on se retrouve à nouveau dans cette situation. Et quand on en arrive au stade où on entend Vettel dire à son équipe à la radio je vous avais dit qu'il fallait pas qu'on se retrouve dans cette situation, vous avez foiré la strat, on n'a jamais entendu Vettel accuser Ferrari. Vettel a toujours, au contraire, défendu Ferrari. Quand quelque chose n'allait pas sur la stratégie, c'était on s'est planté. C'était on n'a pas fait comme il faut, ou alors il refusait, il évitait la question. Enfin, il y a plein d'interviews qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui remontent à 2-3 ans en arrière, d'avant 2018, où quand ça allait pas, il était derrière l'équipe. J'espère qu'il retrouvera pied en Espagne, parce que là, faut reconnaître qu'en Hongrie, Vettel, il a vraiment fait le boulot. Là, on a eu 2 courses sur un circuit qui peut-être ne lui convenait pas, où il n'avait pas confiance. Donc peut-être qu'en Espagne, ça ira mieux. Maintenant, pour ce qui est de la course d'Alex Albon, 5e, je sais vraiment pas quoi en penser, pour être honnête. Parce que j'ai envie de dire qu'il fait une super course. Il fait des beaux dépassements, encore une fois très agressifs. Parfois peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Je sais que ça fait plaisir à Red Bull, les pilotes agressifs. Vraiment, la course, nickel. Mais Verstappen gagne la course et Albon finit 40 secondes derrière. Et en fait, je sais que je suis en train de passer du côté du Albon bashing, alors que voilà, on m'accusait de trouver beaucoup trop d'excuses à Albon, mais il en a des excuses, hein, c'est sa 2e saison en F1, il découvre une voiture qui est compliquée, mais remplacer le nom Albon par Ricciardo, remonter le temps de 3 ans en arrière, Verstappen gagne la course, Ricciardo termine 5e à 40 secondes. Est-ce qu'on dit que Ricciardo a fait une bonne course? Alors oui, il partait loin en qualif, mais je pense qu'il y a encore du boulot à faire de ce côté-là, et c'est vraiment là où il pêche le plus, Albon, c'est la qualif. Mais bon, il a fait le taf en course, c'est à peu près ce qui compte, et j'ai envie de le voir bien faire, parce que je pense qu'il a un potentiel, et il y a un moment, Red Bull, autant je suis content que vous arriviez à venir embêter les Mercedes, mais en même temps... qu'est-ce que vous faites dans cette 2e voiture, bordel? Mais qu'est-ce que vous y faites? Faut me dire, là, parce que c'est de la magie. Quand on voit ce que Gasly fait depuis qu'il est parti de l'équipe, quand on voit ce que Albon faisait avant d'arriver dans l'équipe, c'était pas explosif, mais encore une fois, il débutait sa carrière et c'était plus qu'acceptable ce que faisait Albon avant d'arriver dans la Red Bull. Je me dis, encore une fois, le problème, c'est pas le pilote. Parce qu'on va parler de la pression, machin, tout ça, mais bon, déjà, la pression, c'est dans les pneus ou dans le verre. Mais ensuite, ces mecs, ils ont subi ce genre de pression tout au long de leur carrière. Parce que y avait, en plus, dans le programme junior, Helmut Marko qui leur foutait la pression, quoi. Donc, ils savaient qu'en un coup de fil, une mauvaise perf dans une course, ils pouvaient se prendre un coup de fil où on leur disait, c'est fini. Quand t'es un jeune pilote... dont ta seule carrière dépend de la volonté d'un seul homme qui est très exigeant, est-ce que t'as pas plus la pression que quand t'es dans une équipe de Formule 1? Je sais pas. À défaut, je vais dire que c'est à peu près au même niveau.
il y a un moment, autant Gasly que Albon, ils ont dû subir ce genre de choses. En plus, Albon, il est vraiment passé par l'exclusion. Mais ils sont arrivés jusque-là. Donc, pour moi, non, les mecs, ils l'apprennent, la pression. Il y a autre chose. Et je pense que le fait qu'ils y arrivent pas ajoute la pression. Et c'est pas le contraire. C'est pas parce qu'ils ont la pression qu'ils y arrivent pas, c'est parce qu'ils y arrivent pas qu'ils ont la pression. Et qu'après, ça empire. Mais allez, assez parlé d'Albon, on va parler d'un des points principaux de discussion du week-end. C'est ce qui s'est passé chez les Roses. Racing Point, je vais pas revenir sur l'affaire des polémiques, de la légalité de la voiture, tout ça. Mais je vais y revenir plus tard, je pense, quand on en saura plus sur cette affaire, parce que je pense que voilà, c'est encore trop tôt pour vraiment émettre des jugements, et à part faire un truc où je vais rappeler seulement les faits sans vraiment rien dire de pertinent, parce qu'il y a encore beaucoup trop de zones d'ombre à éclairer, je vais pas revenir sur cette affaire aujourd'hui. Si ce n'est que j'ai trouvé intéressant, je crois que c'était la première fois que j'entendais Lawrence Stroll s'exprimer. C'est la première fois que je lis une déclaration de Lawrence Stroll, je crois. Alors, il a fait un gros discours, très long, il a dit plein de trucs. Grosso modo, pour vous le paraphraser, c'est « Je vais exterminer tous ceux qui protestent mon équipe ». C'est à peu près ça qu'il disait. Mais on va revenir sur l'autre point de discussion des Racing Point, c'est ce qu'il y a dans l'une de leurs voitures. C'est grand, ça a une belle coupe de cheveux, et ça a le nom d'un héros Marvel, le Nico Hulk, qui était de retour. Et franchement, mais mec, est-ce que tout le monde n'avait pas déjà pratiquement fait son deuil de Hülkenberg? Et aujourd'hui, tout le monde se dit, faut qu'il revienne en F1. il sort la meilleure qualif de la saison de Racing Point. Alors, Hülkenberg, ça n'a jamais été un manche en qualif, et ça n'a même jamais été vraiment un manche tout court, mais il a fait la perf en qualif que même l'équipe ne s'attendait pas à être à ce niveau. Il se qualifie devant Verstappen, il se qualifie devant les McLaren, les Renault, donc il fait le taf. Et si ce n'était pas pour un arrêt en toute fin de course, parce qu'il avait des vibrations vraiment sur ses pneus, où il sentait vraiment que ça pouvait péter, l'équipe sentait aussi que ça pouvait péter, c'est pour ça qu'on l'a arrêté, c'est pas des complots, c'est juste que voilà. Le seul truc que je me demande, c'est pourquoi on lui a mis des softs et pas des médiums, quand on sait que les softs tenaient pas vraiment. De toute façon, il n'avait pas grand-chose à perdre ni à gagner. Donc, mais en tout cas, voilà, il a fait un superbe week-end de remplaçant et il ramène 6 points. Donc, je pense que Racing Point seront ravis. Et avec la belle 6e place de Lance Junior, eh ben, ils gagnent 14 points, c'est-à-dire qu'ils repartent de Silverstone avec seulement -1 point. Oui, parce qu'ils sont pris 15 points de pénalité au championnat constructeur. Là, concrètement, sans ces points de pénalité, Racing Point est 3e du championnat. Là, ils sont 5e, je crois, peut-être. Donc, un bon week-end pour Nico Hulk. Je veux le revoir en Formule 1, ce mec. Il y a encore sa place. C'est pas un talent de demain, parce que, voilà, hélas pour lui, il a jamais vraiment eu sa chance dans un top team. Mais c'est un pilote qui continue de mériter sa place en F1, au même titre qu'un Sergio Perez, à mon sens. Donc... voilà, que quelque chose se passe et que celui-là revienne en F1. Et pour ce qui est de Stroll, écoute, non, très bon week-end. Il était juste à 2-3 dixièmes de Hülkenberg en qualif en course, donc c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Qui mène l'équipe en tant que pilote, qui est là depuis 1 an et demi. Ouais, non, mais quand même, faut pas trop lui foutre la pression. Il est encore jeune. On va laisser le remplaçant prendre la tâche de pilote qui mène la charge. Non, mais je veux pas m'acharner sur Stroll. Il a un certain potentiel, mais là, franchement, c'est la honte, quoi. C'est vraiment la honte. Parce que, encore une fois, Hülkenberg, il continue de découvrir la voiture. Quand l'ingénieur lui demande de faire des trucs sur le volant, il est perdu parce qu'il n'a pas l'habitude. Là, la place qu'il a Hulk, il est censé être derrière. Et oui, sur le papier, il termine derrière à 13 secondes, mais avec un arrêt de plus. Et sinon, tout au long de la course, Hülkenberg était devant Stroll. En qualif, il le bat largement. Donc, ouais, là, Lance, faut bouger, mec, hein. Excellent dimanche de Esteban Ocon. C'était pas un bon week-end, mais c'est un très bon dimanche, puisqu'il remonte de la
2014 à la 8e place, s'étant pris 3 places de pénalité pour avoir gêné Russell en qualif. Il était beaucoup trop loin de Ricciardo en qualif, mais en course, il a fait le boulot, une course propre sur un seul arrêt, et il ramène 4 points, les 4 seuls points de Renault ce week-end. Ils vont être très déçus, Renault, parce que ils s'attendaient pratiquement à se battre pour le top 5, peut-être même pour un podium surprise. Et là, c'est vraiment pas bon, parce qu'ils ont prouvé le week-end dernier qu'ils avaient un super rythme de course, et là, c'était un désastre. Mais ce championnat qui se passe entre la 4e et, disons, la 14e place, pilote, est hyper intéressant. Enfin, ça va se jouer à des rien du tout, mais en course, c'était très compliqué. Ricciardo qui a fait cette erreur de tête à queue, je sais même plus à quel moment c'était, mais clairement, ça lui a fait perdre, ça l'a fait sortir des points. Lando Norris, 9e place, Carlos Sainz, 13e. Sainz, il a galéré tout le week-end aussi, enfin, les 2 week-ends de suite, il était pas à l'aise, mais surtout ce week-end-là. Norris, il ramène 2 points qui sont pratiquement inespérés. Ils sont vraiment pas en confiance chez McLaren, et pourtant, ils ont fait un super début de saison. Mais ils ont, selon leurs mots, beaucoup profité des faiblesses des autres plus que de leur propre force. Et ça c'est une très bonne chose que McLaren en soit capable. Maintenant, il leur manque clairement du rythme. Maintenant, j'ai pas grand chose à dire sur la course des pilotes. Norris, il finit dans les points, donc bonne perf. Et Sainz, il a beaucoup trop galéré pour que je puisse beaucoup vraiment en parler. Mais McLaren, j'ai l'impression qu'ils reviennent en arrière, où c'est les autres qui avancent, où il y a un truc comme ça. Mais encore une fois, c'est d'une course à l'autre, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même hiérarchie. Après l'Espagne, je pense que ça va donner une meilleure vue d'ensemble sur le plateau, parce que généralement, ça sert de bonne référence. Piat, 10e, Gasly, 11e, Daniel... Enfin, il arrive à mettre un petit peu tout bout à bout, parce que il galère. Il y avait toujours un petit truc qui allait pas dans son sens. Là, il a fait une erreur en qualif qui le fait partir très loin, qui le fait encore une fois se faire exploser par Gasly. Je crois on est à 5-0 en qualif. Il faut vraiment qu'il marque un peu plus les esprits, Kiat, pour le moment. C'est juste que Gasly, alors aujourd'hui, pour le coup, il a eu... on l'a entendu râler après la course sur sa stratégie. J'ai vraiment l'impression qu'il a beaucoup gueulé, mais en tout cas, il n'était pas content de Gasly de sa strat. On l'a arrêté beaucoup trop tôt, selon lui. En tout cas, il estimait qu'il pouvait encore continuer avec ses pneus. Ce que je relève de mon côté, uniquement par pur chauvinisme, c'est pas comme si tous les autres journalistes professionnels du paddock F1 qui ne sont pas francophones disaient que Gasly fait un super début de saison. Mais voilà, il fait un super début de saison. Et Kiat, il a toujours eu cette petite erreur, ou alors ce petit coup de malchance qui a fait qu'il est un peu trop dans l'ombre. Après, c'est beaucoup trop tôt pour continuer à spéculer sur les baquets Toro Rosso, Alpha Tauri, pardon. Aïe, tiens. Donc, je ne vais pas le faire, mais en tout cas, il ramène des petits points. Ça fait plaisir à l'équipe et ça lui fait plaisir à lui. Chez Haas, Grosjean, très bon week-end, 13e. Mais bon, la Haas c'était pas là. En tout cas, il a clairement dominé Magnussen sur le week-end. C'est assez rare pour être relevé. Magnussen, il galérait vraiment tout au long du week-end. Il abandonne cette erreur. Oh, purée, Magnussen. Quand il sort de la piste, c'est à Stowe, je crois. Et il revient dangereusement. Il éclate Latifi. Mec... Ouais, tu vas te prendre une pénalité. Ils ont pas encore dit pourquoi il l'avait fait abandonner, Magnussen. Est-ce qu'il y avait vraiment un souci technique, ou est-ce qu'ils se sont dit, allez, c'est même plus la peine ou quoi? Ou est-ce qu'on va tenter de profiter d'un faux abandon pour gratter une boîte de vitesse gratuite pour le prochain Grand Prix? Les Williams qui terminent dernière aussi, elles étaient contentes de leur rythme, mais de leur course, tout ça, mais elles terminent dernière. Russell termine devant Latifi avec un arrêt de plus. Alors je sais pas si Latifi a souffert de cette touchette avec Magnussen, ou c'est pour moi ça va être toujours dur à juger un peu Latifi, parce que je pars avec pas mal d'a priori malheureusement, et il a pas la meilleure voiture pour se mettre en avant. Et les Alfa Romeo, là où 70 ans elles remportaient la première course du championnat de F1, c'est un absolu désastre. Après c'est que le nom Alfa Romeo, on sait que cette équipe c'est Sauber. Sauber avec un peu de soutien Ferrari en échange du nom Alfa Romeo.
Il court sous le nom Alfa Romeo, c'est plus Sauber, mais voilà, ça reste l'équipe Sauber qui, ces dernières années, était une des plus petites structures du plateau. Là, financièrement, c'est la galère, il y a rien qui va dans l'équipe. Ils ont essayé de faire courir Raikkonen et Giovinazzi sur 2 strates différentes. Ça a mieux marché pour Raikkonen que Giovinazzi. De toute façon, je pense que l'an prochain, on a le droit à un petit ménage du côté des line-up. Chez Alfa Romeo, en tout cas. Je sais pas si Raikkonen voudra continuer, renouveler un contrat pour être dernier. Et je pense pas que Ferrari voudra continuer à payer pour le baquet de Giovinazzi, sachant que derrière, il y a les Aylot et Schwartzman qui se préparent sérieusement. Donc, c'est triste, mais voilà, la voiture, elle est pas là, quoi. Je vais arrêter tout ce blabla ici. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez envisager de mettre un petit pouce bleu. Également, de dire un petit merci à Sacha Tisserand pour la jolie photo de Sébastien Vettel que vous voyez à côté de moi. Vous pouvez retrouver son travail sur Instagram. Et puis pour le reste, pour suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez envisager de vous abonner ou retrouver les liens pour les réseaux sociaux. Les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, ainsi que le Discord. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.